Nous allons donc reprendre les travaux de ce colloque pour la quatrième et dernière session intitulée Appropriations et héritages. Et nous allons d'abord écouter la présentation de Sébastien Roseau, qui enseigne à l'université de Toulouse Jean Jaurès, pour une présentation intitulée Une revue des deux mondes. Sébastien, c'est à toi. Une petite seconde. Ah, d'accord. D'abord, je voulais remercier, comme tout le monde, les organisatrices de ce colloque et remercier aussi Michel Riaudel qui avait, je me souviens, eu l'inspiration de ce titre qui n'est pas le mien, donc rendons à César ce qui est à César. Donc, une revue des deux mondes. Je voudrais partir ici d'une exposition qui a été organisée donc, à la Bibliothèque nationale de Rio en 1979 et qui témoigne de la notoriété jamais véritablement interrompue de Saint-Hilaire au Brésil, alors que sa mémoire avait été quelque peu oubliée en France de façon presque paradoxale. Et dans la préface de ce catalogue, la personne qui rédige le texte introductif témoigne très personnellement de son attachement, de son admiration pour l'œuvre, le legs de Saint-Hilaire au Brésil. Et il rappelle déjà ce dont je vais parler ici, c'est-à-dire toutes les vertus de cette œuvre pour le Brésilien qu'il est, et qui font écho à ce que l'on trouve dans la presse brésilienne au XIXe siècle. Alors dans ce catalogue, on trouve en fait une présentation d'un choix d'œuvres originales de l'auteur, et aussi beaucoup de traductions, des récits de voyage en particulier, dont cette œuvre a fait l'objet au XXe siècle. Et donc, une chose m'a surprise à la lecture de ce catalogue, puisque je n'ai pas pu voir l'exposition. S'il est vrai que l'œuvre de Saint-Hilaire a bénéficié d'un accueil bienveillant depuis l'apparition de ses œuvres dans la première moitié du XIXe siècle, comment se fait-il qu'il faille attendre, si l'on en croit le catalogue, les années 1930, pour que paraissent les premières éditions traduites et partielles, souvent en portugais, de son œuvre, dans une concomitance d'ailleurs remarquable avec l'inauguration en grande pompe d'un buste de Saint-Hilaire au Musée national de Rio de Janeiro,
marqué par un discours de Tobias Monteiro, qui sera d'ailleurs republié ensuite dans une traduction française à Paris en 1929, et dont la presse française se fait l'écho de manière un peu étonnante dans un tout petit article là, qui est une dépêche, en fait, et j'ai retrouvé la même dans plusieurs journaux. Donc là, c'est l'intransigeant de l'amitié franco-brésilienne, vous voyez, à l'occasion de l'inauguration de ce buste et sa vue, mais avec cette grosse erreur, puisque apparemment le buste serait celui de Geoffroy de Saint-Hilaire. Or, j'ai eu un doute, du coup j'ai été vérifié, non, c'est bien le buste d'Auguste. Donc on voit bien qu'il y a toujours ce petit souci du respect de l'identité, de la mémoire d'Auguste de Saint-Hilaire. Et dans ces années 20, il est souligné dans la dépêche le rôle de l'Institut franco-brésilien de la haute culture, qui a été fondé à Rio quelques temps plus tôt, qui a soutenu directement cette initiative à une époque où la politique culturelle extérieure est en train de s'institutionnaliser. Ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle, qui m'intéresse ici. Autre remarque aussi à la lecture de ce catalogue, c'est la très modeste place qui est réservée dans cette exposition aux périodiques. Vous voyez, il y a 3 références qui sont tirées de la revue d'histoire et de la revue de l'IAGGB, de l'Institut d'histoire et de géographie brésilien, donc finalement très peu de choses. Alors, je me suis interrogé sur cette absence, on va dire, des revues dans ce catalogue. Il faut dire qu'en 1979, sur le plan historiographique au Brésil comme ailleurs d'ailleurs, la revue n'est pas considérée comme une source très importante pour l'historien, c'est la noblesse du livre qui importe avant tout, et ce choix, ou cette absence en tout cas, surprend quand on sait la richesse par ailleurs des fonds périodiques de la Bibliothèque nationale de Rio, et elle traduit finalement l'ignorance de ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire effectivement des très nombreux échos que Saint-Hilaire a pu avoir dans la presse brésilienne au XIXe siècle, mais qui étaient manifestement inconnus des bibliothécaires ou des conservateurs lorsqu'il s'est agi de monter cette exposition. Donc ici, je vais m'intéresser justement à ce monde des revues, dans une perspective d'histoire connectée, puisque je vais essayer aussi de parler de Saint-Hilaire qui promeut le Brésil dans les revues françaises. Je vais parler bien sûr de la circulation des revues et des imprimés dans l'espace atlantique, et aussi et surtout de la réception et de la reproduction de son œuvre, celle de Saint-Hilaire, sur un long XIXe siècle dans la presse brésilienne. Un petit mot aussi de contextualisation beaucoup plus récente pour dire que cette réflexion que l'on partage tous ici dans ce colloque, elle dialogue avec un renouveau quand même de l'historiographie qui est important et qui depuis le Brésil s'intéresse beaucoup à cette histoire culturelle du Brésil dans une perspective connectée ou transatlantique. Et je signale, parce que ça peut intéresser certains, qu'un gros projet portant sur cette mondialisation de la culture, vu dans un prisme surtout franco-brésilien, s'achève actuellement et qui va donner lieu à publication. Elle est en cours de 3 gros volumes, rassemblant des travaux de chercheurs brésiliens, français, anglais, portugais et d'autres nationalités encore, à l'université Campinas, et donc qui offriront une synthèse très intéressante sur ces circulations. Et je crois que le cas Saint-Hilaire s'intègre parfaitement aussi dans cette réflexion. Les ouvrages ne sont pas encore sortis, donc je ne peux pas ici en dire beaucoup plus, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc ce que je crois, c'est que cette œuvre prolixe de Saint-Hilaire et son succès de part et d'autre de l'océan Atlantique s'inscrit pleinement dans cette dynamique de l'échange culturel international, d'autant plus qu'on est dans un contexte au Brésil qui évolue grandement. Son retour en France en 1822, coïncide bien sûr avec l'indépendance du Brésil, mais ça fait suite aussi au décret qui établit la liberté de la presse au Brésil en 1821 et qui est ensuite officialisé avec la Constitution de 1824. Ça s'inscrit aussi dans l'essor de la presse et de l'édition au Brésil, dont on sait qu'elle naît à partir de 1808. Il y a véritablement une accélération à partir des années 1820. Et ça s'inscrit aussi dans une thématique qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est celle de l'essor et du projet de construction d'une culture nationale. Comment ces intellectuels et ces écrivains brésiliens ont reçu Saint-Hilaire à une époque où il s'agit véritablement de fonder une culture nationale autonome, indépendante, mais qui, bien sûr, forcément dialogue avec ce qu'il se fait en Europe et en France en particulier. Alors je reviens au catalogue de 1979 et à ses silences quant aux modalités de la diffusion de l'œuvre de Saint-Hilaire au XIXe siècle. Lorsque l'on étudie justement cette réception et cette place faite à l'œuvre de Saint-Hilaire dans le Brésil impérial, dans le Brésil du XIXe siècle, on peut formuler plusieurs hypothèses qui expliquent
ces traductions finalement tardives de l'œuvre de Saint-Hilaire, un siècle après leur parution en France. Bon, d'abord, il y a la monumentalité de l'œuvre, évidemment, qui ne facilite pas la tâche, puisque ce sont là du gros volume, et des milliers de pages, ça a été très bien dit hier. Je pense qu'il y a la question de la langue aussi, tout simplement. Le français était une langue encore très pratiquée par les élites, et donc la nécessité de la traduction peut-être ne s'imposait pas pour ce type de récit de voyage qui pouvait être lu en français par beaucoup de Brésiliens. Et puis, je pense qu'il faut insister, et c'est un peu l'objet de cette présentation, sur le rôle finalement de la presse brésilienne comme relais de cette œuvre. À défaut de traduction, en fait, de l'œuvre en volume, il y avait accès à l'œuvre de Saint-Hilaire par une multitude de reproductions d'extraits dans la presse brésilienne, traduites en portugais, et que l'on retrouve véritablement tout au long du XIXe siècle, et qui ont permis de diffuser, de vulgariser l'œuvre de Saint-Hilaire, au Brésil. Et c'est d'autant plus intéressant que cela signifie qu'il y a là une réflexion que je ne développerai pas beaucoup, mais sur la façon dont on procède au découpage. Quels morceaux, quels extraits vont être choisis, pourquoi ceci plutôt que cela. Donc il y a une liberté ici dans le travail de réception qui est très intéressante face à une œuvre aussi monumentale. Alors bien sûr, cette pratique de la traduction d'extraits, elle est très courante au XIXe siècle. Elle fait aussi écho à la traduction des romans feuilletons qui étaient presque systématiquement republiés dans la presse brésilienne. Et elle s'inscrit aussi dans un contexte important qui est celui de l'absence de législation sur le droit d'auteur au XIXe siècle, qui facilite drôlement cette entreprise de pillage, on pourrait dire, systématique, et qui n'est pas vécue d'ailleurs comme étant un pillage, qui est vécu plutôt, dans les textes, je vous en montrerai un ou deux, comme un honneur fait aux auteurs comme Saint-Hilaire qui peuvent avoir accès au public brésilien. Et donc, on le sait, la reconnaissance du droit d'auteur au Brésil, elle est très tardive, fin 19e, début 20e siècle, et puis il y avait une pression très forte pour que le Brésil signe des conventions bilatérales, diplomatiques sur ce sujet. La France, le Portugal en Brésil, en particulier, qui étaient les deux pays les plus intéressés à défendre les droits de leurs auteurs au Brésil, mais en tout cas au 19e, la chose tarde à être signée, et donc il y a là une liberté pour les rédacteurs des journaux à adapter assez facilement cette œuvre et à l'offrir aux lecteurs brésiliens. Alors une fois qu'on a compris l'intérêt du média qui est la revue ici, j'ai essayé de m'intéresser à comprendre le succès de Saint-Hilaire dans cette presse brésilienne et à faire cette réflexion véritablement dans un cadre atlantique, puisque je crois que pour comprendre le succès de Saint-Hilaire, il faut prendre en compte justement cette dimension atlantique du sujet. Donc pourquoi autant d'extraits dans la presse? D'abord, comme je l'ai dit, parce que c'est gratuit à cette époque-là. Je vous ai mis quelques exemples qu'on retrouve donc à Rio, mais aussi dans la presse de province. Ici, un journal d'Ouro Preto, dans le Minas Gerais, où vous voyez sur la une, sur la couverture de cette revue, il y a donc l'entièreté de cette première page et des suivantes d'ailleurs est occupée par la reproduction, la retranscription d'une description ici d'une ville là, de la province de Minas Gerais. Et ce texte est présenté comme étant, comme je vous le disais, l'auteur dit « Je suis heureux de pouvoir transmettre les travaux descriptifs du sage voyageur dont nous avons eu l'honneur d'extraire de précieux tableaux qui révèlent de manière si parfaite les différents aspects de l'œuvre de la nature et de l'homme dans cette province. » Donc il y a quelque chose de tout à fait assumé. L'autre raison de son succès dans la presse brésilienne, c'est que, comme je le disais, c'est une œuvre qui se prête facilement au découpage, puisqu'il y a évidemment une dimension très éclectique des sujets qui sont abordés dans ces récits de voyage, qui permettent d'aborder la botanique, mais bien sûr tout un tas d'autres sujets, l'histoire, le caractère, les mœurs des habitants. Donc il est très facile d'isoler la description d'une ville-là, de trouver une thématique, une porte d'entrée en quelque sorte dans cette œuvre et d'en ramasser cela sur 2-3 pages, comme il est nécessaire
pour une revue. C'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs dans une presse encore plus populaire, qui est celle des almanachs. Alors ici, vous avez un almanach du Maragnan, donc on n'est pas du tout à Rio, une fois de plus. Et là, vous avez, vous voyez, à la date du 13 mai, une anecdote sur une folle hystérique germane. Et ici, le récit s'inspire de la lecture directement de l'œuvre, vous voyez, du célèbre naturaliste Auguste de Saint-Hilaire. Donc on a une circulation comme cela extrêmement facile des textes, et il faut bien dire que cela permettait véritablement de diffuser l'œuvre de Saint-Hilaire à une époque où, je vous le disais, ces volumes étaient non seulement très importants, 6 volumes, mais c'était surtout très cher pour le public brésilien. Les annonces que j'ai pu retrouver dans la presse, Carioca en particulier, indiquaient un prix 6 à 8 fois supérieur par rapport à un livre normal pour un volume de Saint-Hilaire. Donc il y avait un coût très élevé, et d'ailleurs dans le catalogue de 1979, il y est fait référence sans surprise, à mon avis, au tout début des années 1850, à des éditions contrefaites qui ont été publiées à Bruxelles et qui donc ont trouvé ici intérêt à gagner le marché brésilien, où il y avait une facilité finalement d'accéder à cette œuvre à moindre coût par le fait de la contrefaçon. Et on remarque d'ailleurs les dates, 50 ou 51 je crois. Il ne faut pas oublier que la convention franco-belge sur la défense de la propriété littéraire date de 52, donc il n'est pas surprenant qu'après 52 il n'y ait plus d'édition belge ici, puisque la contrefaçon belge véritablement s'interrompt à partir de cet accord. Alors la question ensuite que je me suis posée, c'est donc comment comprendre finalement cet intérêt, cet éloge de l'œuvre de Saint-Hilaire dans la presse brésilienne. Et donc je vais essayer de faire la liste très rapidement de ces qualités que l'on prête à Saint-Hilaire et qui expliquent son succès. D'abord, Saint-Hilaire, il est présenté, je crois, et ça c'est très intéressant, comme l'archétype du bon voyageur, du bon français en quelque sorte. Et son aura, elle se renforce dans les années 1840-1850, quand d'autres voyageurs français, au contraire, vont devenir les symboles du mauvais voyageur, du voyageur bourré de stéréotypes et nourri d'orgueil français, incapable d'ouvrir les yeux sur véritablement ce qu'est le Brésil. Et il y a une œuvre qui le montre très bien, c'est cette comédie, cette pièce théâtrale de Raúl Porto Alegre, dont on a parlé hier, un artiste peintre et écrivain, et qui écrit donc cette comédie archéologique qui s'appelle La statue amazonienne, pour moquer en fait justement les voyageurs français. Et il a des mots très durs, et c'est là qu'on retrouve Saint-Hilaire qui devient le modèle. Donc vous avez un texte extrêmement sévère vis-à-vis des voyageurs français, et à la fin, je n'ai pas le temps de tout lire pour respecter le temps, mais d'un côté on a les bons voyageurs, Saint-Hilaire, Denis, Debré, et de l'autre vraiment les menteurs, les misérables menteurs, que sont Jacques Mon, Arago, Suzannet, autant d'auteurs qui ont publié dans la Revue des Deux Mondes des articles assez au vitriol sur la société brésilienne des années 1840. Au contraire, Saint-Hilaire incarne cette fidélité à l'idée monarchique, on y reviendra, et cette bienveillance vis-à-vis de la France. Alors, je n'ai pas le temps, je crois, ici d'évoquer le contexte de cette pièce, donc je laisse ça éventuellement pour des questions si ça intéresse les gens, mais en quelque sorte, il y a d'un côté Saint-Hilaire et de l'autre côté le démon, en quelque sorte, qui est Francis de Castelnau, le pauvre, j'ai envie de dire, parce qu'il va prendre cher, parce que justement, il entretient dans ses récits qui datent des années 50, expédition en Amérique du Sud, le mythe des Amazones, à partir de cette pièce, et alors là, ça devient la raison pour laquelle il devient le symbole vraiment du piètre scientifique français. Donc cet éloge de Saint-Hilaire, il est fondamental, il se construit donc en dichotomie avec le mauvais français, et c'est un éloge qu'on retrouve systématiquement, notamment à sa mort, à l'IAGB, l'Institut d'Histoire, où il est dit au lendemain de sa mort, on lui rend hommage dans la session solennelle, il a appartenu au docteur Capanema, je cite, un honneur de tisser l'éloge du savant Auguste de Saint-Hilaire, du sincère ami du Brésil, de l'homme qui nous a fait connaître en Europe, en confondant les calomnies que dirigent contre nous les voyageurs ignorants ou malveillants. Donc il y a bien d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. Ce qui montre qu'il y a une attention aiguë au Brésil, aux articles et publications sur le Brésil en France. C'est très important. Et cela détermine en partie la réception contrastée des auteurs français au Brésil, dans ce système de dialogue. Donc voilà pourquoi la bienveillance de Saint-Hilaire vis-à-vis du Brésil explique aussi son bon accueil.
au Brésil, et ce depuis en fait les années 30, puisque par exemple dans la revue Aurora Fluminense, qui est une grande revue politique intellectuelle des années 30, on a déjà des louanges très appuyées de l'œuvre de Saint-Hilaire. Je vous en cite un passage. Il nous reste les voyages de Saint-Hilaire, dignes de grande estime à plus d'un titre, et dont l'impartialité, l'esprit d'enquête et l'amour de l'exactitude scrupuleuse placent son œuvre bien au-dessus de n'importe quelle œuvre de ce genre en notre possession. En vérité, avec Saint-Hilaire, on voyage réellement au Brésil. On apprend beaucoup sur la société de ce guide si instruit et de cet observateur si sérieux. On va faire un tableau plus positif. Et cela montre aussi qu'il devient, et ça c'est très intéressant, une référence intellectuelle. Il devient un auteur systématiquement cité. On le trouve souvent dans les revues, dans les notes de bas de page. On cite Saint-Hilaire, ou on renvoie à Saint-Hilaire pour évoquer telle ou telle idée, tel ou tel aspect de son œuvre, et c'est quelque chose que l'on retrouve même quand on considère que son œuvre est datée, puisque forcément elle vieillit. Là, je vous ai mis donc la publication posthume dans les années 80 du voyage dans le Sud, et celui qui dédicace l'ouvrage, un Français qui dédicace au comte II, Oudéou, l'héritier du trône, ainsi sur le fait que voilà, même si c'est plus valable pour la description de ce qu'est le Brésil aujourd'hui, on a là un moyen de mener la comparaison, en tout cas un bon fondement pour réfléchir. Et on trouve des citations, donc, je vous disais, dans des revues très différentes. La revue, par exemple, de la Société d'encouragement à l'industrie nationale, qui cite systématiquement ses travaux, qui est fondée dans les années 30, et pour l'agriculture, par exemple, pour les mines, etc., ou des citations plutôt érudites et scientifiques, mais on le trouve tout autant dans les revues littéraires. Ou dans la Revista Brasileira, par exemple, puisqu'il est considéré comme une référence, plutôt dans le journal Tous Debates. Enfin, on a tout un tas d'exemples, et cela tient au fait que aussi Saint-Hilaire, et c'est important, je vais le dire en deux mots, a beaucoup œuvré, et on le remercie pour cela, pour la promotion de la science brésilienne, ou des savoirs brésiliens en Europe et en France. Donc il y a cette volonté en quelque sorte de saluer le fait qu'il y a une réciprocité de l'échange, et que Saint-Hilaire a été un médiateur fondamental pour un certain nombre de travaux de l'IAGB ou d'autres institutions qui sont publiés. Par exemple, dans ce numéro-là des Annales des sciences naturelles, où il explique qu'il a repris un travail scientifique publié quelque temps plus tôt dans la revue Guanabara, qu'il a traduit lui-même et qu'il introduit, etc. Autre qualité qu'on lui prête, ça c'est intéressant, enfin ça m'a beaucoup intéressé, c'est ses qualités de narrateur, donc je ne détaille pas, mais à une époque où on fonde la littérature nationale, où l'importance de la description du paysage, de la couleur locale, pour fonder la littérature brésilienne, Saint-Hilaire est une référence, parce qu'on considère qu'il a une bonne plume et que lui aussi il a su rendre hommage, et on l'inscrit dans une perspective historique très ample, qui va depuis la découverte, les premiers récits du Brésil, en passant par Saint-Hilaire jusqu'aux premiers auteurs nationaux qui vont reprendre eux-mêmes en charge à partir des années 1840 la description des richesses du Brésil. Dernier élément, avant-dernier élément que je évoque très vite, qui explique son succès, c'est son jugement politique. Alors je n'ai pas du tout le temps de... Ah oui, là je voulais vous montrer ça aussi, son portrait apparaît dans ce portrait des étrangers illustres, il fait partie des grands étrangers qui sont salués. Là, on est dans les années 1930, donc beaucoup plus tard, mais j'ai pas le temps. Je vous laisse, si ça vous intéresse, lire cette longue citation qui est extraite de ce texte dont on a déjà parlé de 1831 sur les révolutions au Brésil. On a un texte là où effectivement on retrouve la quintessence de ce que va être le Segundo Reinado, avec l'arrivée au pouvoir du jeune prince héritier Pedro II. En 1831, il aspire de ses voeux à ce que ce jeune prince héritier, très jeune à ce moment-là, soit l'incarnation de l'unité dans la monarchie du Brésil. Et donc ça a facilité, bien sûr, sa réception au Brésil, puisqu'il était parfaitement en cohérence politique avec ce qui se passait. Dernier élément, qui explique son succès au Brésil, que je vois à travers la presse, c'est son optimisme quant à la situation du Brésil. À une époque, sur l'idée du progrès, de la civilisation est fondamentale, et on trouve cela dans la presse, et aussi dans la presse provinciale. Là aussi, je me permets de citer cette citation, qui reprend les débats des sessions de l'Assemblée législative de Minas Gerais, dans les années 1870, où un député prend la parole, et je
après je m'arrêterai, député dit, messieurs, un illustre voyageur qui à la fin du siècle passé ou au début du siècle présent, donc on voit qu'il ne connaît pas trop Saint-Hilaire en réalité, mais bon, un illustre voyageur a voyagé dans notre province, l'écrivain de renom et le véritable vénérable et sage français, M. Auguste de Saint-Hilaire, faisant alors référence à cette portion du territoire brésilien, s'est exprimé en ces termes, donc il cite Saint-Hilaire. S'il existe un pays que jamais puisse se passer du reste du monde, ce sera certainement la province de Minas. Apologie synthétique, donc je reprends le propos du député, éloquente et expressive, qui fonde notre juste orgueil de Mineiros et notre espoir bien fondé en l'avenir splendide de cette partie du Brésil. Donc on voit là qu'il y a une façon d'utiliser Saint-Hilaire pour nourrir cette vision très optimiste du Brésil ou d'une partie du Brésil ici. Alors en conclusion, très rapidement, pour dire qu'on voit bien, ce que je voulais montrer ici, c'est l'importance du périodique, et je n'ai pas eu le temps de développer tous les exemples que j'avais prévus, mais dans la diffusion des œuvres de toute nature au XIXe siècle, et en particulier ici de Saint-Hilaire. Je crois que l'importance des circulations atlantiques ici, elle est fondamentale, ceux de l'imprimé et des idées, et j'insiste sur le côté réciproque, sur la dimension réciproque de ces échanges, parce que c'est par son prosélytisme en faveur des choses et des savoirs du Brésil en France que l'on peut aussi comprendre l'aura dont a bénéficié Saint-Hilaire de façon continue au Brésil depuis la première moitié du XIXe siècle. Je souligne aussi, j'insiste sur la concomitance entre la parution de ces récits et la définition du projet d'écriture des Letras Patrias de la littérature nationale entre les années 30 et les années 50. C'est aussi dans ce contexte-là qu'est reçue l'œuvre de Saint-Hilaire, la publication des différents volumes de ce récit de voyage. Et enfin, un dernier point qui me paraît important, c'est la grande liberté d'action des rédacteurs brésiliens vis-à-vis de cette œuvre qui vient de France. On voit qu'ils opèrent un tri dans son œuvre, il y a des modalités de publication très différentes qui témoignent de processus d'arbitrage constant par des processus d'adaptation, de traduction, de reproduction des œuvres en un siècle qui ne reconnaît pas le principe du droit d'auteur. Et on voit bien là du coup que la situation change au XXe siècle de ce point de vue et que ce n'est pas sans lien probablement avec cette institution du droit d'auteur qu'apparaissent les premières éditions en volume de l'œuvre de Saint-Hilaire au Brésil dans la première moitié du XXe siècle. Merci. Merci pour cet exposé qui nous montre que l'histoire sociale des circulations intellectuelles qui s'écrit à une époque où le droit d'auteur ne bride pas la diffusion est un certain type d'histoire intellectuelle, et c'est probablement le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, nous aussi aujourd'hui, les yeux fermés, mais c'est probablement une autre affaire. Je passerai tout de suite la parole à Thémistoclès pour un exposé intitulé « L'historiographie brésilienne et les récits de voyage, le cas d'Auguste Saint-Hilaire ». Thémistoclès César enseigne à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, URGS pour les intimes, et nous prendrons les questions à la fin des trois exposés, si vous voulez bien. A montré aussi que Minas Gerais, c'est le meilleur état du Brésil. Il faut bien le dire clairement. Combien, Claudia, pour la déclaration? Non, mais Saint-Hilaire, il l'a fait sans que je sois obligée de le payer. C'est son métier. On est tous des mineiros. C'est chez lui. Donc on va Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Chop. Merci aux organisatrices de colloque. Bon, je passe. Claudia, tu m'avais dit 25 minutes parce que je parle moins vite. Bon, alors, je vais essayer. Je commence avec quelques citations, puis je passe très vite.
des voyages. Je te donne 26 minutes. D'accord. C'est Marco Polo. Et puis ils sont très connus. Hein. C'est Marco Polo. Oh, d'accord. La première. Ah, la première. C'est Shakespeare. De mes propres yeux, c'est ça, c'est le plus fort. Marco Polo. Voilà. Notre Camille. Jean de Lévy. Comme d'habitude. Bon, je commence. Du 6e au 20e siècle, la vision prime comme base des récits de voyage. Auguste de Saint-Hilaire n'échappe pas à ses principes d'action cognitive. Pratiquer une autopsie, donc. Voilà ce qu'on pourrait appeler une constante épistémologique des récits de voyage depuis Hérodote. Si voir un geste intellectuel exprimé par les récits de voyage, ceci ne lui garantit aucune unité textuelle. De fait, le récit de voyage est un genre littéraire sans loi. Si sa traduction est bien établie et sa lecture traverse les temps, ce type d'écriture reste hostile au débat théorique. Cependant, même en étant une narration évasive qui résiste à toute description minutieuse qui ne soit pas une simple taxonomie de ses contenus, la versatilité d'un texte qui narre un voyage se manifeste au travers d'une certaine liberté formelle et d'une plasticité qui le rendent adaptable à toute société. Par ailleurs, les récits de voyage peuvent se fixer sur diverses formes discursives et être réglés par des codes spécifiques. De cette manière, par exemple, nous les trouvons intégrés aux éléments d'un journal, des journaux des voyages de montagne, par exemple, d'une autobiographie et d'un essai anthropologique comme Les Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, des œuvres épistolaires comme par exemple Les Lettres d'un voyageur de George Sand, ou encore retranscrit sous une forme différente de sa première version, comme par exemple Le Voyage au Canada, récit rétrospectif dans lequel Jacques Cartier reprend les notes des différents journaux de bord. De la même manière qu'il peut s'adapter aux exigences de cet ensemble de possibilités littéraires, les récits de voyage se constituent un champ disponible aux différents discours qui les parcourent et l'organisent, tels que les discours des philosophes, des géographes, des naturalistes, de l'homme des sciences, de l'historien. Chacun d'eux est porteur de son propre lexique, ce qui ne les empêche pas de se réciproquement se croiser. Il s'agit d'un texte dont la condition fragmentaire les rend passibles d'être appréhendés selon les désir des récepteurs. Dans ce sens, le récit de voyage n'a pas de frontières. L'objectif de cette série est de situer les récits de voyage d'Auguste de Saint-Hilaire dans des contextes historiographiques plus amples. Je propose un itinéraire synchrone et diachronique avec des allers-retours sujets à des itinéraires téméraires ou interrompus, à des chemins déjà connus, bien qu'ils peuvent explorer. Je propose une sorte de récit de voyage dans et autour des récits de voyage, avec les risques inhérents à traverser du temps et à ces reconfigurations par l'écriture de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire des appropriations des récits de voyage comme source historique, mais des considérations autour d'elles, plus discontinues qui continuent.
Les récits de voyage du XIXe siècle diffèrent de ceux des siècles précédents grâce aux deux mouvements de l'histoire intellectuelle, le romantisme et le nationalisme. Pour le romantisme européen, la version brésilienne était elle aussi liée à l'idée du nationalisme. En revanche, les rapports avec le passé étaient différents. Ainsi, alors que le romantisme français trouvait son passé dans le monde antique et surtout le médiéval, les Brésiliens cherchaient dans la thématique de l'indigénisme les racines de la nation. Enfin, qu'ont-ils donc d'inférieur par rapport aux héros des temps fabuleux de la Grèce, demande Ferdinand Denis? Rien, au contraire. Ce qui auparavant était considéré comme preuve de l'ignorance de ce peuple devient démonstration de leur féconde imagination. Ça, c'est Denis. Mais pour les étudier, pour les trouver dans toute l'énergie, comme dit Denis, il faut une méthode d'intervention appropriée et éviter d'aller à l'encontre des peuplades, dit Denis, qui la civilisation détruit lentement et qui cache les malheurs de la race américaine sur les rivages où on les a confinés. Il n'y a d'autre solution, dit-il, que de pénétrer l'océan des forêts pour interroger les nations libres, puisque leurs campagnes sont encore animées de pensées vraiment politiques. La liberté, toujours selon Denis, poétique a pourtant comme maître celui qui observe, celui qui voit. Dit-il, je ne voulais peindre que les lieux que j'avais vus ou ceux dont je pouvais me faire une idée exacte, dit-il dans un travail publié en 1824. Voyageur, Denis insiste sur les singularités du Brésil qu'il a vues. Il contribue d'une manière importante à développer les principes de l'autopsie comme une perspective théorique et méthodologique de production du savoir tant poétique qu'historique. Cependant, jamais un récit de voyage n'est sous-justement originel. Il est toujours pris dans un autre récit. Et son parcours, comme dit Neil cet matin, est aussi parcours d'autres récits. Fernandini n'échappe pas à cette définition. Voilà. Donc, voyager est une expérience intellectuelle pour les auteurs romantiques comme on sait. Les déplacements dans l'espace les aident à réfléchir sur un ensemble de matériaux nouveaux et surtout différents. Les classiques romantiques européens ont été marqués par les voyages. Il suffit de citer Goethe, Chateaubriand, Byron, Schiller, Keats, Carré, Écoulin et même Michelet. La notion de connaissance où l'histoire a une place privilégiée est aussi liée à l'idée du voyage. Chateaubriand, pas mal cité dans ses séminaires, dans ses colloques, par exemple, non seulement ratifie les rapports entre voyage et histoire, mais aussi établit un principe théorique et méthodologique clair. Pour lui, un voyageur est une espèce d'historien. Comme pour celui-ci, son devoir, je cite Chateaubriand, est de raconter fidèlement ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu dire. Il ne doit rien inventer, mais aussi il ne doit rien omettre. Et enfin, quelles que soient ses opinions particulières, dit-il, elles ne doivent jamais l'aveugler au point de taire ou de dénaturer la vérité. En effet, les voyages sont des sources de l'histoire, écrit-il dans la préface de son voyage en Amérique.
Le romantisme brésilien porte également la marque de cette expérimentation. C'est entre les Alpes, la cathédrale de Milan, Rome, Paris ou Waterloo que, d'après Antonio Cândido Gonçalves de Magalhães, développe le sentiment que le lieu est une source d'émotion et un stimulant à la méditation. En voyageant à travers l'Europe, le poète brésilien découvre finalement qu'il faut décrire les sentiments provoqués par les paysages qu'il a vus. Je le cite, en partant de l'expérience immédiate d'un lieu, le poète s'y hausse jusqu'à la philosophie, refait l'histoire en dissolvant l'espace dans le temps. Dimension essentielle de l'esprit romantique. Gonçalves de Magalhães a essayé d'encadrer les vers romantiques dans une temporalité déterminée, celle de la nation. Comme chez Chateaubriand, au même date, la mise en texte de ses observations et de ses expériences doit participer à un régime de vérité. On trouve d'ailleurs une définition plus précise de ce qu'il comprend par vérité dans un ouvrage dont le sujet est la philosophie. C'est ça la citation. Un poète qui voit et dit le vrai est presque un historien. Mais serait-il aussi un historien de la nation? Sans aucun doute. C'est encore un des acquis du voyage et de susciter chez Gonçalves de Magalhães et chez d'autres auteurs qui ont subi son influence une nostalgie de la patrie créée par une situation d'exil. Dans chaque séjour, il trouve des paysages, des hommes, enfin, toute une série de situations qui lui donnent envie de les comparer à son propre pays. La comparaison, l'instrument heuristique des récits dont l'origine se trouve dans les voyages, rencontre ici les discours de l'histoire qui s'y donnent comme présupposé de l'idée du nationalisme. Je saute. Les récits des voyageurs qui passèrent par le Brésil depuis le XVIe siècle sont travaillés et étudiés dans différents champs de savoir. Toutefois, s'il y a une pluralité de réceptions, une perception semble commune à toutes. Le contenu des récits serait une manifestation de la vérité de ce que les voyageurs ont vu. Il semble y avoir une intention de vérité. Le fait d'une autopsie, c'est-à-dire de l'œil comme marque de l'annonciation, comme intervention du narrateur dans le récit pour prouver. Il est très probable que ce soit pour cette raison que l'historiographie, à partir du XIXe siècle, au moment de son premier rapprochement avec la science, s'est servi des récits comme document historique. Une source qui a probablement vu ce qu'elle décrit et a sensiblement expérimenté ce qu'elle vit. L'apologie des récits des voyages n'a cependant pas empêché que la méthode critique l'atteigne. Ainsi, en 1875, l'année de la controverse entre José de Alencar et Joaquim Nabuco, le romantisme n'est plus le mouvement hégémonique. En revanche, l'histoire est de plus en plus supposément scientifique, avec toutefois de grands décalages entre les processus qui conduisent à l'autonomisation tant du champ poétique que du champ historique. Il faut remarquer que le débat visant à définir un espace propre à chacun des champs existait déjà avant 1836, l'année de la publication des Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Il se poursuit après 1875. Il y a encore toute une période pendant laquelle l'histoire et la littérature continuent d'être des accès licites à la représentation du passé.
un autre, il faut ajouter qu'il y a un indigénisme, une version romantique, certes la plus puissante du nationalisme, n'a jamais été à l'abri des critiques, et celle de Joaquim Norbert ou à José de Alencar n'est qu'une parmi d'autres. La critique des récits du voyage a en effet contribué à la désarticulation dans les fondements du romantisme indigéniste. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, dans son œuvre Macalho, publication posthume de 1855, sans contester vraiment l'indigénisme, remet en cause les paysages à l'intérieur duquel il se manifeste. Comme dirait Silvio Romero à propos d'un autre passage de Álvares de Azevedo, le romantisme n'a pas été aussi dépourvu de réalité et de sens critique que les hommes d'aujourd'hui voudraient bien le croire. Álvares de Azevedo n'est pas le seul à critiquer les voyageurs. D'un membre important de l'Institut historique font de sévères considérations sur l'usage des récits des voyages. Manuel de Araújo Porto Alegre, dans son œuvre déjà citée par Sébastien, la Stade amazonique, dénonce la légèreté, je ne vais pas citer, c'est le même passage que Sébastien a présenté. Je te remercie, Sébastien. Le deuxième cas, semblable au précédent, c'est celui du secrétaire de l'Institut historique, Joaquim Manuel de Macedo. Il évoque dans les Mémoires da Rua do Ouvidor la narration qu'un voyageur français, un voyageur, dit-il, charlatan, fait d'un épisode qui se passe près de l'Ouvidor à Rio de Janeiro. Les Français auraient entendu les habitants se plaindre des, je cite, tigres qui fréquentaient l'endroit pendant la nuit. Les voyageurs, sages observateurs, dit-il, a pris des notes sur l'événement. Quelques années plus tard, il les a publiées dans un journal des voyages avec les commentaires suivants. Je les cite. Dans la ville de Rio de Janeiro, capitale de l'Empire du Brésil, des bêtes terribles, des tigres errent durant la nuit, des parleries, etc. Macedo conclut en s'exclamant. Et voilà, c'est ainsi que l'on écrit l'histoire. Les voyageurs eux-mêmes plaçaient quelquefois des avertissements quant à la vérité des récits de leur colère. C'est le cas, par exemple, du voyageur français Nicolas de Reis. Dans la préface de son récit publié à Rio de Janeiro en 1839, à propos de son séjour dans la province de Rio Grande de São Pedro do Sul. Pour pouvoir critiquer ses collègues en toute légitimité, Reis explique tout d'abord dans lesquelles conditions il s'y trouvait. L'auteur, dit-il, a écrit comme témoin oculaire. Or, Reis est un cas particulier de voyageur, puisqu'il est un voyageur résident. Je le cite. 10 ans de résidence dans cette province lui ont donné beaucoup d'occasions d'étudier cette belle région. En conséquence, il y a eu des temps pour observer et pour apprendre. Malgré ses intérêts d'ordre pragmatique, il se prend pour un véritable historien. Il a comme l'impression qu'il donne est de ne pas se laisser duper par sa propre observation, tant pour les paysages sociaux des hommes, que pour les paysages naturels, les choses.